Donc la loi d'incertitude me rappelle que je ne peux pas tout maîtriser, je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas tout connaître. Des choses m'échappent dans la réalité et m'échapperont toujours. L'autre chose, c'est que dans ce contexte-là, il est inutile et même nuisible de vouloir tout maîtriser. Alors, j'ai présenté ça comme une loi quantique, donc je vais justifier en quoi c'est une loi quantique. Et nous allons d'abord mettre le projecteur sur les sciences exactes pour voir quel est le rôle, la place et le rôle de l'incertitude. D'abord en mathématiques. En mathématiques, il y a quelque chose qu'on appelle le deuxième théorème de Gödel. Je ne vais pas vous embêter avec des théorèmes mathématiques, mais je vais juste vous dire que en mathématiques, je l'avais dit, je crois, dans la première loi, il existe une qualité absolument essentielle et fondamentale qui s'appelle la non-contradiction ou la cohérence. Oui, c'est la première loi, la loi de cohérence. Et le deuxième théorème de Gödel me dit que je ne pourrai jamais démontrer, donner une preuve absolue de la cohérence d'un système mathématique suffisamment, en tout cas, complexe, par exemple, pour faire appel à l'arithmétique élémentaire. Ça veut dire que quand un mathématicien fait une théorie mathématique, eh bien, il ne pourra même pas démontrer que c'est cohérent. Par contre, on peut démontrer que c'est incohérent si on trouve une incohérence. Donc, même en mathématiques, qui est une science exacte par excellence, dont la qualité première, c'est d'être cohérente, eh bien, les mathématiques doivent renoncer ne sont pas capables d'affirmer que telle théorie mathématique est cohérente. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, elles ne peuvent le démontrer que par rapport à une autre théorie qui englobe la première et qui est plus puissante. Seulement, cette nouvelle théorie elle-même sera frappée de la même pathologie, entre guillemets, et cette théorie élargie qui permet de démontrer la cohérence de la théorie qu'on vient de faire, elle-même, on ne pourra pas démontrer sa cohérence et ainsi de suite. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez démontrer la cohérence, vous êtes chaque fois obligé de faire appel à une théorie plus puissante qui elle-même sera obligée d'être complétée dans une théorie plus puissante et ainsi de suite. Donc jamais on ne pourra démontrer la cohérence. En mathématiques toujours, l'incertitude va prendre aussi une autre forme qui là fait appel toujours au théorème de Gödel, mais le premier cette fois-ci qui nous dit que en mathématiques il y a des vérités, c'est-à-dire des propriétés des objets mathématiques qu'on étudie, qui peuvent être vraies mais qui ne sont pas démontrables. C'est-à-dire le mathématicien peut vouloir démontrer telle propriété, il sent qu'elles sont vraies, mais il ne pourra jamais les démontrer. Et d'ailleurs, on a des exemples dans l'histoire, notamment du côté de Cantor. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, je pense par exemple à Cantor qui a eu une théorie des transfinis, Georges Cantor, qui a démontré avant, on n'avait qu'une notion très frustre de l'infini, et Cantor a montré qu'il y avait plusieurs infinis et potentiellement on peut supposer qu'il y en a une infinité d'infinis différents. L'un, c'est par exemple l'ensemble des nombres entiers, c'est un infini, c'est le même que l'ensemble des nombres fractionnaires, mais l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire sont beaucoup plus nombreux, et c'est une infinité qui est plus puissante d'une certaine façon. Ce n'est pas le même infini. Donc il y a une hiérarchie des infinis. Et Cantor donc voulait démontrer une propriété sur ces différents infinis. Il a essayé pendant des années, il s'est épuisé, et il n'a jamais réussi. Et après sa mort, à l'époque on ne connaissait pas le théorème de Gödel, après le théorème de Gödel, on a repris ce qu'on appelle l'hypothèse du continu de Cantor, et on a pu démontrer que c'était indémontrable. Voilà, donc la seule chose qu'on peut faire, c'est transformer ça en axiome. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette indécidabilité? On appelle ça l'indécidabilité, c'est-à-dire vous avez des propriétés de vos objets mathématiques et vous ne pouvez pas décider si c'est vrai ou faux, si c'est juste ou erroné.
Et qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça crée une nouvelle catégorie on va dire, de résultats. Avant Gödel, on considérait qu'il y avait deux possibilités seulement pour vous énoncer une propriété. Et il y avait seulement deux possibilités. Soit elle est juste, soit elle est fausse, vrai ou faux. Et depuis Gödel, en fait, et c'est ça la vraie portée du théorème de Gödel, du théorème d'indécidabilité, il existe une troisième possibilité que j'appelle l'indécidabilité arbitraire. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que pour certaines propriétés, elles ne sont ni vraies ni fausses. Vous pouvez décider qu'elles sont vraies ou vous pouvez décider qu'elles sont fausses. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Eh bien, vous créez un embranchement, une arborescence de théories différentes, alternatives, qui sont aussi légitimes les unes que les autres. Je vais donner un exemple. Il y a quelque chose qu'on appelle le cinquième axiome d'Euclide, c'est la géométrie euclidienne. Que nous dit le cinquième axiome d'Euclide? Il nous dit très simplement que dans un plan donné, par un point, il passe une droite et une seule parallèle à une droite donnée. C'est-à-dire, vous imaginez le plan, vous mettez une règle toute droite sur la table, qui est plane, et vous imaginez qu'elle se prolonge à l'infini, c'est une droite. Vous prenez un point, vous mettez une petite bille ailleurs sur cette table, c'est le point, votre point, et par ce petit point, eh bien, vous allez pouvoir tracer une droite parallèle à la droite que vous aviez prise tout à l'heure, et il y en a une et une seule. Ça paraît évident. Et ce qu'on appelle le cinquième axiome d'Euclide. Et en fait, les mathématiciens se disaient c'est tellement évident que ça doit se déduire des autres axiomes, n'y sont pas arrivés. N'y arrivant pas, ils ont fini par se dire si on n'y arrive pas directement, on va raisonner par l'absurde, c'est-à-dire on va dire que cet axiome est faux, donc on va le remplacer par un autre axiome qui dit autre chose, et on va voir qu'on aboutit à une contradiction, et on en déduira que la seule possibilité, c'est que c'est cet axiome, donc il est forcément juste, puisque si on ne le prend pas, on a abouti à une contradiction. Donc ils ont poser d'autres axiomes sur les droites parallèles du genre par un point il peut passer une infinité de droites parallèles ou enfin bon, il y en a plusieurs, et en faisant ça, non seulement ils ne sont pas arrivés à des contradictions, mais ils sont arrivés à fabriquer d'autres géométries, ce qu'on appelle les géométries non euclidiennes. Alors il y a Riemann, Lobachevsky, enfin il y a un certain nombre de noms qui sont liés à ces géométries non euclidiennes, dont certaines, celles notamment de Riemann, ont été utiles pour la relativité restreinte et ensuite la relativité générale d'Einstein. Voilà, donc tout ça pour vous dire que cette indécidabilité arbitraire, qui est une des conséquences du théorème de Gödel, qui ouvre la possibilité de cette indécidabilité arbitraire, eh bien, c'est une forme d'incertitude en mathématiques, mais une incertitude qui est riche de conséquences, parce que là où autrefois on était dans une logique un peu monolithique, une seule théorie possible, la géométrie euclidienne, d'autres ne sont pas possibles, eh bien on s'aperçoit que finalement on peut construire une variété, plusieurs théories alternatives, et dont on ne peut pas dire que l'une est vraie et l'autre est fausse, elles ont toutes la même légitimité. Donc ça veut dire que la notion même de vérité en mathématiques est peut-être elle-même arbitraire. Il y a effectivement des choses qui sont justes et des choses qui sont fausses intrinsèquement, et puis il y a d'autres choses qui ne sont ni fausses ni justes. C'est nous qui pouvons décider qu'elles sont justes ou qu'elles sont fausses, et dans ce cas-là, nous allons vers une branche différente, théorique différente. Nous allons fabriquer, par exemple, telle géométrie non euclidienne ou telle autre. Voilà. Donc tout ça pour dire que on commence à voir déjà que l'incertitude est une richesse, ce n'est pas quelque chose de négatif, parce que c'est ce que je vous dis sur le théorème de Gödel, pendant longtemps c'était ressenti comme quelque chose de limitatif, comme un échec finalement du savoir du mathématicien, du genre le mathématicien ne peut pas tout démontrer. Il y a des théorèmes qui sont hors de sa portée, qui sont inaccessibles, il ne pourra jamais les démontrer. Donc c'est une espèce de limitation du savoir, mais en fait, on peut considérer que ce théorème de Gödel est au contraire un enrichissement, dans la mesure où il crée la possibilité d'une troisième valeur, ce que j'appelle une valeur de vérité, c'est-à-dire ni vrai ni faux, mais arbitraire, qui va me permettre de créer plusieurs
théories parallèles. C'est-à-dire là où, tant qu'on restait dans la logique du vrai ou du faux, on avait une seule théorie, et bien là apparaissent toute une famille de théories. Donc ça enrichit le réel mathématique, si on peut dire. Voilà. Alors, il y a sans déjà parler de la physique quantique, encore une fois, il y a une autre source d'incertitude qu'on trouve à la fois en mathématiques et à la fois en physique, qui est celle de l'effet papillon. Vous connaissez le fameux effet papillon qui me dit que un papillon bat des ailes, par exemple, on va dire au Mexique ou au Brésil ou partout où vous voulez, et ça va être je dirais la perturbation qu'il a créée ainsi va être amplifiée extraordinairement, et ça va déclencher en fait un ouragan dans le golfe du Bengale. Bon, c'est un petit peu ça l'idée, c'est-à-dire vous faites une petite pitchonnette qui fait varier ce qu'on appelle les conditions initiales, et après il y a une dynamique un peu exponentielle divergente qui fait que cette petite différence au départ, cette petite incertitude va faire une grosse différence après. C'est d'ailleurs un problème que connaissent tous les météorologues. Il est connu on ne peut pas prévoir avec une grande fiabilité au-delà de 3 jours, et même si on avait des moyens de calcul absolument gigantesques, personne ne pourrait, sauf peut-être les voyantes extralucides, personne ne pourrait vous affirmer que dans un an, à telle date, il fera tel temps. C'est tout simplement pas possible à cause de cet effet papillon que l'on appelle techniquement le chaos déterministe. C'est-à-dire, on reste dans le cadre du déterminisme, mais on est dans une incertitude parce qu'il y a une sensibilité aux conditions initiales qui est extrême et qui fait que la moindre petite différence dans les conditions initiales, mais même une différence qu'on va appeler imperceptible, va faire des conséquences, une différence absolument énorme en bout de chaîne. Voilà. En physique quantique. Alors en physique quantique, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'incertitude on la trouve liée à ce qu'on appelle le principe d'incertitude, ou qu'on appelle aussi le principe d'indétermination, et qui fait allusion à un certain nombre d'inégalités mathématiques que l'on appelle aussi par ailleurs les inégalités de Heisenberg, du nom de celui qui les a découvertes, Werner Heisenberg, qui les a découvertes et énoncées en 1927. Que nous dit-elle? Alors, elles nous disent en fait plusieurs choses, ces inégalités, parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles, et il y en a une qui n'est pas tout à fait comme les autres, qu'on appelle l'inégalité temps-énergie. Mais les inégalités des Heisenberg, celle que l'on prend toujours comme référence en général, nous dit que on va prendre l'électron qui tient lieu d'un objet quantique typique, une particule élémentaire, même on peut même prendre l'exemple d'un atome. Eh bien, l'électron, plus je connais la position d'un électron, moins je connaîtrai sa vitesse. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une espèce de principe des vases communicants. Ce que je gagne d'un côté, c'est-à-dire si je mets en place un protocole expérimental pour définir très précisément la vitesse de l'électron, eh bien du coup, je vais m'apercevoir que si je me pose la question quelle est sa vitesse, eh bien je ne pourrais répondre qu'avec un flou artistique d'autant plus grand, et inversement. Voilà. Alors, c'est un peu pour ça aussi, comme je disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas attribuer, ne pouvons pas connaître la vitesse, simultanément la vitesse et une grande précision et la position, je ne peux du coup pas attribuer une trajectoire précise à un électron. Effectivement, il n'y en a pas. Alors, donc cette incertitude, c'est en partie celle de ce qu'on appelle le flou quantique. Ce flou quantique, alors je vais en reparler. Quelles sont les sources de l'incertitude dans le monde quantique? La première source, c'est ce qu'on appelle l'état superposé. C'est quoi l'état superposé? Eh bien, c'est que, contrairement aux objets macroscopiques, la table est ici, elle n'est pas à côté, eh bien, un objet quantique, on va reprendre le cas de l'électron, peut être ici et là. Enfin, il peut sembler être ici ou là. En fait, c'est quand il est sous forme ondulatoire
comme nous l'avons déjà vu et comme nous le savons, l'onde est étalée, donc à la limite, si on se dit que l'électron est quelque part dans son onde, eh bien il est à la fois ici et là, et si par exemple je le mesure, eh bien je vais découvrir dans certains cas je vais le trouver ici, dans d'autres cas je vais le trouver là. Donc, ce qu'on appelle l'état superposé. Alors, pour prendre un exemple, pour faire sentir ce dont il s'agit, pensez à une toupie. Une toupie classique, soit elle tourne dans un sens, vous la faites tourner sur la table, soit elle va tourner dans un sens, soit sa rotation va être en sens inverse. Elle va tourner vers la droite ou vers la gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Il n'y a pas d'autre possibilité pour la toupie. Eh bien, s'il s'agissait d'une toupie quantique, eh bien, d'une certaine manière, et si elle était dans un état superposé, d'une certaine manière, elle pourrait tourner à la fois à droite et à gauche. Vous vous souvenez, quand j'ai parlé de la loi précédente, la loi donc du saut quantique, j'avais déjà parlé de cette toupie quantique qui tourne dans un sens et dans l'autre tout à la fois. En fait, on avait aussi parlé de la particule quantique donc qui est floue, et je la mesure, ça l'oblige à prendre position. C'est aussi ce qu'on avait vu à propos dans la légende du bloc de glace, à propos du bloc de glace qu'on menace de couper. Et l'état flou, c'est un peu ça, c'est l'état qui précède la mesure, et c'est l'état qui met en danger la quantition. Et c'est pour ça que la nature, quand l'obstacle se présente et que le danger se manifeste contre la quantition, va détruire ce flou et qu'on va avoir du précis. C'est pour ça que, par exemple, si je mesure mon électron qui est étalé dans son onde au départ, si je le mesure, eh bien ça veut dire que je vais exploiter son étalement pour essayer de le scinder. Il ne peut pas accepter ça puisque la quantition l'interdit, et donc que va-t-il faire? Il va faire comme la tortue qui se rétracte, que nous avions vu encore une fois dans la loi précédente du saut quantique, et il va se concentrer à un endroit. Et comme il peut se concentrer partout où il est présent, eh bien, il a des chances de se concentrer si par exemple, supposons que son onde initialement soit étalée sur l'ensemble de la surface de la table. Eh bien, quand on va exploiter cet étalement pour le découper, pour donc menacer la quantition, ce que j'appelle une menace quantique, eh bien, il va être obligé de se concentrer, et il va se concentrer, eh bien, à un endroit ou à un autre sur cette table. Et du coup, on va dire, eh bien, l'électron, avant que je le mesure, quelque part, il était ici et là. Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Ça veut juste dire qu'il était étalé ici et là. Mais stricto sensu, on ne peut pas dire que l'électron, au sens de la particule ponctuelle, était ici et là. Voilà, c'est une petite nuance, mais souvent j'entends dire ceci et ça peut donner une fausse notion aux personnes, et du coup on ne peut plus comprendre ce que c'est que le quantique. Voilà, je referme la parenthèse. Donc la première source, en tout cas de flou quantique, c'était ça, cet état superposé qui est ondulatoire, qui fait que la particule, finalement, elle est sous forme d'onde étalée, et elle est ici et là, tout à la fois. Elle est floue. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que on peut imaginer un petit nuage vibratoire, et un petit nuage s'est étalé, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne peut pas lui attribuer une trajectoire précise. Un petit nuage, par exemple, qui quand il se promène, non seulement est étalé mais se déforme, vous ne pouvez pas lui attribuer une trajectoire précise, ce n'est pas possible. On peut le faire seulement pour un objet ponctuel et ou indéformable. Voilà. Alors, deuxième source d'incertitude, c'est le saut quantique. Une autre source d'incertitude dans le monde quantique, c'est celle du saut quantique. Donc, je fais référence à la loi précédente, la loi numéro 3, la loi du saut quantique, comme par hasard. Et nous nous souvenons, je vais prendre l'exemple du bloc de glace, qui évidemment, le bloc de glace représente n'importe quel objet quantique, une particule élémentaire si l'on veut, un électron si on veut, et ainsi de suite. Donc, on se souvient que
le bloc de glace on veut le scier, donc on a une scie qui s'abat sur lui dans un certain axe, et lui, initialement, est de part et d'autre de l'axe de la scie, de la lame de scie, et c'est pour ça que s'il ne se passe rien d'extraordinaire, il finira coupé en deux. Or, vous vous souvenez que le dieu Gligglou l'interdit, donc que va-t-il se passer? Eh bien, on se souvient que ce qu'il va se passer, c'est que sa glace fond en eau momentanément, et que, avec la souplesse que donne l'eau et que ne permet pas la glace, il va en profiter pour se concentrer, se rétracter, telle la tortue qui rétracte sa patte, d'un côté ou de l'autre. Et donc là, on a une source d'incertitude, puisque à un état initial donné, dans l'état initial, le bloc de glace est étalé des deux côtés. On a une incertitude sur l'état final, puisque nous ne pouvons pas savoir à l'avance si le bloc va se rétracter, va se concentrer à droite ou à gauche. Donc là, nous avons aussi une source d'incertitude. C'est celle de, j'y reviendrai plus tard, c'est celle d'une forme de capacité décisionnelle. Voilà. C'est-à-dire, en fait, et ça, nous verrons ça sur une prochaine loi, tout se passe comme si, placé, acculé au pied du mur, c'est-à-dire quand on menace, la scie menace vraiment de découper ce bloc qui n'a pas le droit de se laisser découper, tout se passe comme si, acculé à ces conditions-là extrêmes, celle, vous vous souvenez, où le chat devient un tigre, eh bien le bloc de glace va faire appel à une capacité de choix. Il va choisir à un moment donné, si on peut parler ainsi, alors prenez écrivez le mot choix entre guillemets, il ne s'agit pas d'un choix tel que nous pouvons le faire, mais il s'agit un petit peu c'est du même ordre, mais de façon extrêmement rudimentaire. Donc placé dans ces conditions-là, le bloc de glace, donc la particule élémentaire, il semblerait quelle est la capacité de prendre une décision et de se dire je vais me concentrer à droite ou à gauche. Et c'est pour ça que c'est totalement incertain et imprévisible, sinon de façon statistique, parce que à l'avance, tant que je dirais le choix entre guillemets n'a pas été fait, je ne peux pas savoir ce qu'il sera. Voilà. Ça, c'est la deuxième source d'incertitude dans le monde quantique. Et la troisième, eh bien, c'est celle dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, l'effet papillon, qui se retrouve évidemment dans le monde physique, qui fait que quand on a une extrême sensibilité aux conditions initiales, eh bien, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il adviendra, parce que nous avons une différence infime des conditions initiales qui est inférieure à ce que nous pouvons percevoir, va faire qu'en final, on aura un résultat totalement différent, donc totalement imprévisible. Voilà, ce sont les trois grandes sources. Voilà, donc je répète, l'état superposé, le saut quantique, qui est aléatoire, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, il est aléatoire, et troisième chose, le chaos déterministe, donc l'effet papillon. Alors, je vais illustrer ça par deux petits exemples, l'incertitude dans le monde quantique. Le premier exemple, c'est l'exemple le plus classique, celui qui fait l'objet de la première inégalité de Heisenberg, c'est-à-dire c'est quand on veut expliquer le principe d'incertitude, on cite généralement ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité entre la position et la vitesse. En fait, c'est pas tout à fait ça, c'est la position et l'impulsion, mais peu importe cette finesse. En gros, elle nous dit que plus on va connaître précisément la position, par exemple, d'un électron, moins on connaîtra ses vitesses, et inversement. C'est-à-dire, plus je vais mettre en place un protocole expérimental pour connaître précisément, par exemple, la vitesse de mon électron, eh bien, le prix à payer pour cette précision plus grande, ce sera que la position de mon électron sera d'autant plus floue. Voilà, et c'est vraiment le principe des vases communicants. Plus je vais savoir précisément, avoir une donnée précise sur un aspect, moins l'autre sera précis, plus il sera flou. Et ça, on n'y peut rien, c'est les vases communicants. Voilà.
Et du coup, une autre incertitude, ça va être la notion de trajectoire de l'électron. Comme sa vitesse et sa position ne sont pas simultanément définies à une grande précision, et bien du coup, on est incapable de lui définir une trajectoire précise. Et effectivement, de toute façon, dans le monde, j'allais dire dans le monde concret, dans le monde un peu ondulatoire, dans le monde quantique où tout ondule, il n'y a pas, on ne peut pas lui attribuer de trajectoire précise par nature. Je dirais que l'idée qu'on peut se faire un peu naïve, évidemment il ne s'agit pas de ça, et puis il y aurait plein de discussions sur de quelle nature sont les ondes quantiques, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on pourrait se faire l'image de l'électron comme, et de la particule élémentaire de façon générale, comme un espèce de petit nuage qui vibrerait en se déplaçant dans l'espace. Non seulement il vibrerait, ce petit nuage vibratoire, mais en plus il serait déformable, c'est-à-dire au fil de ses déplacements et du temps, il changerait de forme. Voilà. Et donc une telle entité, on ne peut pas lui définir une trajectoire précise. Alors, dernier exemple, qui est une incertitude, mais plus dans notre regard que dans la nature, c'est l'incertitude entre l'onde et la particule. Ça, c'est une des grandes difficultés conceptuelles a priori de la physique quantique, c'est que ce qui nous apparaît comme une particule élémentaire, on pense à un petit grain de matière infiniment petit, ponctuel, impénétrable et ainsi de suite, un petit grain de matière, en fait, est aussi un ensemble d'ondes par ailleurs, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-particule ou onde-corpuscule, et donc on a un peu, le physicien a un petit peu une incertitude, il est incapable de dire si l'électron et le photon, le proton, le neutron, tout ce que vous voulez, si c'est vraiment une particule au sens classique ou une onde, en fait il a une seule certitude, c'est que c'est ni l'un ni l'autre, mais d'une certaine manière, c'est une entité qui concilie ces deux aspects partiels d'une façon, on va dire, qui est non figurable, c'est-à-dire du coup le physicien ne peut pas se faire une image mentale fiable de ce que c'est que l'électron. Voilà. Donc voilà pour ce qu'est ce qu'on peut dire en gros sur l'incertitude en physique quantique. Alors mon dernier tableau sur l'incertitude dans les sciences objectives, on va dire, ou dans la nature, eh bien, justement c'est celle de la nature. Et donc la nature est confrontée, quand il s'agit de ces organismes, les organismes vivants, à un environnement incertain, et pour faire face à cet environnement incertain, elle doit développer son adaptabilité, c'est-à-dire elle doit doter ces organismes d'une capacité d'adaptation. Comment va-t-elle le faire? Eh bien, je vais vous parler de deux aspects de cette adaptabilité. Le premier, en fait, c'est tout simplement la reproduction sexuée. On peut se dire pourquoi la reproduction sexuée, qui est une chose extrêmement complexe, qui n'a pas que des avantages, puisque une population qui est soumise à la reproduction sexuée, ça veut dire qu'il y a seulement la moitié des individus, de ses représentants, qui peut procréer. L'autre partie ne peut pas avoir d'enfant, mâle, femelle, donc il n'y a que la femelle qui peut se reproduire. Donc si on compare ça à une population, par exemple, qui aurait ce qu'on appelle la parthénogenèse, où chaque individu serait capable de se reproduire seul et unilatéralement et indépendamment, c'est ce que peuvent faire par exemple les pucerons, qui peuvent avoir une reproduction sexuée, mais quand elle n'est pas accessible, la parthénogenèse chez le puceron est possible. Il y a plusieurs espèces comme ça, aussi bien dans le règne végétal que dans le règne animal, et en fait, malgré a priori cet avantage comptable, où tous les individus donc peuvent se reproduire et pas seulement la moitié, eh bien les espèces qui ne font pas appel à la reproduction sexuée on estime que ce n'est que 8% des espèces vivantes qui existent. Donc c'est très peu. Donc ça veut dire que la reproduction sexuée représente vraiment un avantage. Lequel? Eh bien, le fond du problème, c'est l'adaptabilité. Pourquoi? Parce que c'est là, finalement, la biodiversité, la variation. C'est-à-dire, grâce à la reproduction sexuée, que fait la reproduction sexuée? Elle est un moteur, un procédé majeur qu'utilise la nature pour faire du différent.
Vous prenez un couple, aucun des enfants ne va ressembler à ses parents. Les enfants entre eux, il peut y avoir un air de famille, mais chacun est différent. Quel est l'avantage? Eh bien, l'avantage, on l'a vu quand il y avait les grandes épidémies européennes, peste, choléra, même Ebola et tout ça, dans chacune de ces maladies mortelles et très contagieuses, il y a toujours un pourcentage de la population qui a une immunité qui fait qu'il passe au travers. Voilà, donc ça c'est déjà un des gros avantages de la reproduction sexuée. Personne n'est exactement pareil, personne n'a exactement la même immunité. Et quand il y a une attaque virale, quand il y a une grande maladie contagieuse mortelle, eh bien, dans une population donnée, une population humaine, par exemple, je sais que quand je crois c'est la peste qui s'est abattue sur l'Europe, il y a eu des millions de morts. Il n'empêche que sur la population, peut-être 2/3 mouraient, mais pas 100%. Et du coup, la population pouvait rebondir et repartir. Eh bien ça, nous le devons à la reproduction sexuée qui a fabriqué des individus qui n'avaient pas exactement le même profil en termes d'immunité. Et donc, il y avait toujours un certain nombre de ces personnes qui arrivaient à passer au travers du danger de la contagion mortelle qui frappait les autres. Voilà, ça c'est donc la biodiversité par la reproduction sexuée, c'est déjà une des premières réponses de la nature à la reproduction, à l'incertitude. Qui représente donc un danger. Le monde est incertain, donc il est potentiellement dangereux. Il y a un deuxième aspect, c'est, on a l'habitude de dire que pourquoi l'espèce humaine a autant de succès, et la réponse c'est de dire, il y a deux réponses. La première, c'est de dire que nous ne sommes bons dans rien du tout. Nous sommes médiocres en tout, et ça nous rend adaptables. C'est-à-dire, nous ne sommes, je prends par exemple un organisme très adapté. Par exemple, vous avez le koala qui va manger que les feuilles, qui plus est de certaines variétés d'eucalyptus. Vous imaginez que si un jour ou l'autre un champignon par exemple devait frapper ces eucalyptus et les faire disparaître, eh bien l'espèce des koalas disparaîtrait avec. Vous prenez les grands carnassiers et ainsi de suite, tous ces animaux sont excellents dans leur domaine parce qu'ils sont hyper spécialisés. Ça veut dire qu'ils sont nuls à côté, et nous ne sommes excellents nulle part, donc nous ne sommes nuls nulle part. Ce qui nous confère des qualités d'adaptation, d'adaptabilité qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement fortes, et à la limite, c'est ça qu'il faut avoir si on veut survivre sur le long terme. Je fais une comparaison, c'est comme tous ceux qui sont excellents, par exemple des sportifs de haut niveau, dans n'importe quel domaine en fait, des mathématiciens, des techniciens et tout ça, plus la personne est pointue et excellente dans son domaine, plus ses compétences sont étroites. Voilà, et là, donc, on n'est pas dans un contexte d'adaptabilité. Prenez par exemple quelqu'un qui est très pointu dans une technologie, et si la technologie vient à changer, il est bon à mettre au rebut, sauf s'il arrive évidemment à réactualiser son propre savoir. Alors, l'autre avantage que nous avons, donc le premier, c'est que nous sommes moyens en tout. Et donc nous sommes nuls nulle part, donc nous avons des potentiels d'adaptation et de survie qui sont quand même assez importants. Et l'autre, c'est qu'en fait, nous sommes conscients, des individus conscients, et la conscience aussi, avec l'adaptabilité qu'elle a, elle permet de trouver des solutions et donc de s'adapter là où, si nous n'étions qu'un ensemble de réflexes conditionnés pavloviens, nous serions vite totalement inadaptés. Donc notre conscience est l'autre procédé que la nature a trouvé pour nous rendre une faculté de survie un petit peu exceptionnelle. Voilà. Ce qu'on peut dire sur l'adaptation, ce que la nature a mis en place en termes biologiques pour faire face à un monde incertain.